Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Pile. Aujourd'hui au programme, Zacatrus qui se met à l'édition avec Zoji Thieves, Time Meet et Avio. Il y aura aussi un jeu de pli d'Origames qui s'appelle Happy Days. Et puis le mastodonte Civolution de Stefan Feld, un jeu que j'attendais beaucoup parce que je suis personnellement très fan de Stefan Feld. J'avoue que quand j'ai vu 22 actions, 18 ressources, 44 pages de règles, j'ai dit au secours, qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz? Au final, est-ce que j'ai survécu? Qu'est-ce que j'en pense? Réponse dans cette pile. C'est parti. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées la fois dernière quand j'ai appelé à le faire. Franchement, c'est top. La chaîne est vraiment en train de grimper. On se rapproche lentement mais sûrement des 5000 et c'est la meilleure façon de soutenir mon travail gratuitement. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, que mon travail vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné, un petit clic, ça va vite et ça soutient la chaîne. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur ko-fi.com/rue du jeu. Sachez que si vous lâchez un petit don, vous pouvez accéder aux vidéos en avant-première dès qu'elles sont terminées. Et puis en accès libre gratuitement sur Ko-fi, vous retrouvez aussi la liste de toutes les critiques que j'ai déjà publiées sur la chaîne en 2 ans de rue du jeu. Je crois qu'il y a plus de 200 vidéos au total. Ça vous permet de vous balader aussi dans des vidéos plus anciennes. C'est une espèce de mini base de données de tous les jeux sur lesquels j'ai rendu un avis. Il y a aussi mes tests dans Canard PC sous le pseudo Philippe Catrix. Et puis bien sûr, vous pouvez aller faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple, goldenmeeple.be. D'ailleurs, les 14 et 15 juin, il y aura le week-end Golden Meeple, un week-end du jeu de pli, mais pas que, bien sûr. Le but sera de découvrir un maximum de jeux de cartes. Normalement, j'y serai au moins une journée. Il y aura aussi Sylvain, que vous avez déjà vu sur la chaîne, Hamza, alias Univers Board Games. Voilà, on sera plusieurs à se rassembler autour du jeu de pli, des jeux fédérateurs, fun, accessibles, vite expliqués. Ce sera vraiment l'occasion de passer un bon moment. C'est la première édition de cet événement. Franchement, il faut soutenir cette initiative de Cédric et Laurent. Vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Les 14 et 15 juin dans la boutique Ludicorner à Jean. Et avant de commencer la pile, vous le savez, j'ai quelques mentions honorables à vous présenter. Et la transition est toute trouvée avec Cult, un jeu en financement participatif, dont c'est Golden Meeple qui s'occupe de la distribution en Europe, en exclusivité s'il vous plaît. Cult, c'est un jeu de pli, mais avec des mécaniques de draft et puis de tableau. C'est un jeu vraiment intéressant que j'avais découvert d'abord sous sa forme numérique et que je suis super content de voir arriver en version physique. Dans Cult, il y a un système assez unique où le gagnant d'un pli va pouvoir récupérer une des cartes qui a été jouée par tout le monde. C'est du must follow, hein, on doit suivre la couleur de façon assez classique. Si vous n'avez pas la couleur et que vous jouez une carte de même valeur que la première carte, ça devient l'atout, donc vous pouvez couper et remporter le pli. Et puis l'idée, c'est qu'on se sert parmi les cartes qui ont été jouées, et pour chaque carte qu'on ramasse, on peut choisir soit de la mettre dans notre scoring, devant nous, on a 4 emplacements, soit de la mettre dans nos rêves face cachée, et là, elle fera partie de notre main à la manche d'après. On est donc à moitié en train de construire sa main pour la manche suivante, à moitié en train de prendre un petit peu des paris sur les séries de cartes qui vont scorer. Parce que petit à petit dans la partie, les cartes collectées en tant que score vont former un tableau des suites dans les différentes couleurs et il faut que la suite soit complète pour qu'elle rapporte des points. Donc vous voyez, quand on a commencé à ramasser les cartes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rouges et qu'il manque le 2 rouge et que c'est moi qui peux le ramasser, vous avez tout intérêt à ce que je le fasse. Alors il faut me proposer quelque chose en échange, hein, évidemment. Vous voyez toute l'ambiance qu'il peut y avoir. Cult, c'est parfois presque plus un jeu de négociation avec une interaction assez forte qu'un jeu de pli au sens classique du terme. Il y a aussi à chaque manche des objectifs à remplir qui sont assez intéressants, certains où il va falloir être le premier à faire quelque chose, d'autres qu'on va se piquer au fil de la manche. Donc il y a vraiment plein de bonnes idées, c'est un jeu assez original, j'adore cette mécanique de drafter les cartes et de choisir dans quel emplacement on les met. Quand on n'a plus de place dans une de ces deux zones, on est contraint et forcé de la mettre dans l'autre, ça peut créer des situations assez complexe. Cult, dans son genre, c'est vraiment un super jeu de pli, très bien édité, dans une boîte compacte. Les visuels sont particuliers, mais c'est l'auteur qui les a faits, il en est très content.
au moins il y a une patte graphique, j'ai envie de dire. Et en plus, contrairement à tous ces jeux de pli japonais importés assez chers, Cult, qui est un jeu australien, là il est vendu par Golden Meeple à 18 €. Donc franchement, vous pouvez foncer. Les backers de la campagne comme moi ont déjà été livrés, mais vous pouvez précommander le jeu parce qu'il est en réimpression et il arrive. Donc si ça vous tente, je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Autre mention honorable, c'est la collection des mini-games de chez Yellow. Yellow a à cœur de mettre en avant à nouveau cette collection, et comme il y a plein de trucs que j'aime bien dedans, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Là, il m'a envoyé une collection de 4 titres, mais évidemment, la collection est beaucoup plus large que ça, hein. Il y a une trentaine de jeux. Il y a bien sûr Shoten Totten de Rainer Knizia, ce petit jeu de cartes très malin à 2 joueurs, que moi j'avais déjà dans son ancienne version. Un jeu où on va s'affronter pour être le premier, soit à récupérer 3 bornes de son côté, soit en avoir 5 au total. On se bat sur différentes colonnes. À son tour, on est forcé de jouer une carte dans une de ces colonnes, et c'est bien ça le problème, c'est que on va très vite ne pas avoir envie de jouer à son tour et chercher à temporiser un maximum. On essaye de faire des combinaisons, la meilleure étant évidemment la suite de cartes de même couleur. On peut faire juste des couleurs, on peut faire des brelans, on peut faire, même quand c'est un peu pourri, des additions de cartes disparates. Mais vous ne pourrez jamais jouer plus de 3 cartes par borne, et une fois que c'est fait, c'est scellé, vous ne pourrez pas changer ça. Et si votre adversaire parvient à vous prouver avec ce qui est sur la table que vous ne parviendrez pas à faire mieux que lui sur une borne où il a au moins joué 3 cartes, eh bien hop, il récupère la borne de son côté. Il y a donc une part d'observation, de calcul des probabilités, mais c'est surtout un jeu très nerveux où on est embêté à chaque fois qu'on doit jouer une carte. Il y a une vraie tension qui est palpable à partir d'un jeu très simple qui est juste un jeu de combinaison. Il y a aussi quelques cartes spéciales, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, mais ça peut rendre le jeu un petit peu moins épuré, on met un peu plus son nez dans la règle, etc. La version de base marche déjà très bien. Dans cette collection des minigames, on retrouve aussi Time Bomb, hein, vous le connaissez sans doute, un classique du jeu à identité cachée. Dans Time Bomb, on est gentil ou méchant, les gentils veulent couper un maximum de fils sans jamais tomber sur la bombe, et les méchants veulent faire en sorte qu'à son tour on tombe sur la bombe. On a un certain nombre de cartes face cachée devant soi, on les regarde mais après on les mélange, ce qui fait que je sais si j'ai la bombe ou pas, je sais si j'ai des fils que les gentils essayent de couper ou pas, mais je ne sais pas exactement où ils sont, donc je peux juste donner une partie des infos. Et je peux évidemment mentir. Time Bomb va être un jeu de confiance où l'ordre du tour va être assez important, un petit peu comme dans un Résistance Avalon. C'est un jeu dont j'aime la simplicité, l'immédiateté, auquel j'ai beaucoup joué en grand groupe, et je préfère vraiment cette version-là à la version un peu plus avancée, Time Bomb Evolution, qui ajoutait plein de pouvoirs. Pour chaque couleur de bombe, etc., il y avait des capacités spéciales, on s'y perdait, ça diluait complètement le plaisir de jeu, ça devenait vraiment bordélique. Et enfin, 1%, qui est à 2 doigts du nanar ludique, mais moi ça me fait vraiment marrer. 1%, c'est ce jeu où vous avez 1% de chance de gagner, vous lancez 2 dés à 10 faces, et il faut faire 0-0 pour l'emporter. D'ailleurs, on commence la partie par faire un tour de table où on lance chacun les dés pour voir qui commence, et si vous faites 0-0 à ce moment-là, vous avez gagné. Au bout de 10 secondes, vous avez gagné, la partie s'arrête. Rien que ça, je trouve ça débilement génial ou génialement débile, à vous de voir. Après, ça va être une espèce de Perudo, mais que moi je trouve beaucoup plus agressif, parce qu'on est invité à monter très vite dans les valeurs en disant je pense qu'il y a autant d'éclairs, autant de comètes, etc. Mais je trouve ça plus intensif qu'un Perudo. Il faut avoir les bons joueurs et joueuses autour de la table pour jouer ça de façon un peu speed, avec des enchères qui montent vite, sinon on s'endort un peu. Donc on retrouve tout ce bluff de est-ce que il fait une enchère qui a du sens, ou est-ce qu'il est en train de me mener en bateau pour que je surenchérisse puis que je me fasse avoir derrière. On va faire ça successivement jusqu'à ce qu'il reste qu'une seule personne en lice, et cette personne aura le droit de lancer jusqu'à 3 fois les dés, ou un petit peu plus malin, de récupérer des cartes qui vont améliorer ces lancers de dés. Donc au fur et à mesure de la partie, vous avez de plus en plus de probabilités de faire un lancer qui serait gagnant. Si j'ai un 7 et un 4 devant moi, je gagne sur double 0, double 4, double 7, 4 et 7, etc. C'est un jeu qui peut devenir une purge, parce que ça peut devenir très long avant que quelqu'un gagne, surtout si on joue à beaucoup. Je pense que c'est bien d'y jouer à 4, éventuellement 5, mais alors il faut que les gens jouent vite, jouent le jeu, fassent des paris osés pour que ça tourne, que ça soit nerveux, etc. Mais en même temps, c'est un jeu qui peut créer des parties absolument folles, avec des retournements de situation tarés, où quelqu'un a plein de probabilités de gagner et n'y arrive pas, et où quelqu'un à l'inverse gagne alors qu'il avait très peu de chances de l'emporter. J'aime vraiment bien ces phases d'enchères, et j'aime la satisfaction qu'on ressent quand on en sort victorieux, que c'est à nous de lancer les dés, qu'on a ce petit frisson de peut-être je gagne maintenant. C'est vraiment pas pour tout le monde, plein de gens vont trouver ça complètement débile,
mais moi ça m'éclate. Et je trouve que ça fonctionne bien pour un minigames, c'est le truc que t'emportes un petit peu partout. Et pour peu que tu aies le bon groupe, peut-être que ça créera un moment inoubliable. Ça peut aussi devenir pénible, mais à ce moment-là, tu arrêtes la partie. Enfin, je veux dire, si au bout d'une demi-heure, personne n'a gagné, tu peux te faire une règle implicite, tu te dis, bon, bah, c'est bon, ça suffit, on arrête, on joue à autre chose. Donc c'est un jeu fragile, mais en même temps, c'est un peu une sorte de plaisir coupable, parce que ça peut vraiment devenir complètement fou. Et Yellow, ils m'ont aussi envoyé 50, leur dernière sortie dans la gamme des mini-games, mais ça, j'y ai pas encore joué. Ce sera pour la prochaine pile, du coup. C'est parti pour la pile proprement dite. On va commencer avec Avio. C'est le premier des 3 jeux dont je vais parler aujourd'hui, qui viennent de Zacatrus. Zacatrus, moi, je les connaissais pour leurs inserts, pour leurs sleeves, et ben ils font aussi du jeu de société. Avio, c'est un petit jeu de pli sans prétention, dans un univers médiéval. Bon, après, comme souvent, les thèmes dans les jeux de pli, on s'en fiche un peu. Quoique, on verra après que c'est pas nécessairement vrai. Mais ici, c'est très secondaire. Je suis d'ailleurs pas fan des illustrations, de la couverture, etc. Bon, ce qui compte, c'est le jeu. Est-ce que le jeu est bien? Avio, c'est très simple. Jeu de pli, must follow, donc on doit suivre la couleur, quelqu'un ouvre dans une couleur, vous devez suivre la couleur si vous le pouvez. Vous avez juste des espèces de cartes joker qui peuvent valoir 2 valeurs, c'est vous qui choisissez laquelle, et celles-là vous pouvez les jouer à tout moment. On les appelle des figures, et si quelqu'un ouvre avec des figures, d'ailleurs, vous devez également suivre et jouer vos figures. Sur chaque carte, il y a une valeur, classique, mais il y a aussi une façon de scorer des points. Ça peut être des points cash, vous avez besoin de rien faire, ou ça peut être une espèce de mission à la The Crew. Par exemple, vous devez avoir exactement un pli, ou vous devez être celui qui en a le plus, ou vous devez être la personne qui a gagné le moins de cartes bleues, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors de manière classique, vous allez faire 1 point par pli, mais ça c'est un peu anecdotique. La vraie source de points, c'est la mission que vous allez faire, et la mission qui vous fera scorer, c'est celle que vous garderez en main. Ce sera votre dernière carte en main, ce sera celle-là qui vous fait marquer des points en fonction de sa mission. Du coup, c'est intéressant parce que quand on reçoit sa main de carte, on doit déjà se projeter un petit peu dans les missions qu'on a envie de faire. Et en même temps, comme c'est du must follow, si on est forcé de jouer notre carte, on perd la mission qu'on convoitait. Au début, on se dit, c'est que de la chance, c'est chaotique, c'est hasardeux. Puis en fait, au fur et à mesure qu'on fait des manches, on arrive à développer une certaine maîtrise. En tout cas, il y a une notion de prise de risque qui se met en place, dans le sens où on peut choisir de tenter une mission qui va peut-être nous filer entre les doigts, ou s'assurer quelque chose de moins lucratif en point de victoire, mais de beaucoup plus sûr. Typiquement, si j'ai plusieurs fois la même mission en main, je peux me dire que c'est plus sûr de partir sur celle-là, comme ça, même si je suis forcé de jouer certaines cartes que je voulais conserver, je devrais au final m'en sortir. Les figures peuvent aussi être des bonnes options, parce que on peut choisir quand on les joue, sauf si quelqu'un ouvre en figure, et là on va peut-être être forcé de la jouer aussi, donc c'est à double tranchant. Et puis ces figures, elles sont vraiment pratiques, parce que comme elles ont 2 valeurs et qu'on peut choisir laquelle, on peut gagner ou perdre le pli en fonction de ce qui nous arrange. Donc il y a des bonnes idées. Maintenant je pense que vraiment les esthètes du jeu de pli, ils vont avoir un petit peu du mal, parce que ça reste un petit peu chaotique, et on maîtrise pas toujours, des fois on a vraiment un coup de malchance sur la fin, mais franchement il y a des bonnes idées. Et puis, cette idée du 1 point par pli, je me disais, ah mais alors les mains qui sont fortes sont avantagées? Pas nécessairement, parce qu'en même temps, les missions qui font le plus de points, elles sont plutôt sur les mains faibles. Donc vraiment, moi j'ai pris du plaisir à enchaîner les manches d'Avio. C'est pas le meilleur jeu de pli de ma collection, mais c'est immédiat, c'est amusant, il y a tout un challenge, il y a une tension, et quand une manche se termine, on a juste envie d'en refaire une. Vraiment, il y a un côté assez addictif de dire, ok, cette fois-ci c'est pas passé, je remets une pièce dans la machine, j'ai envie de retenter, cette fois-ci je vais réussir à faire ma mission. Bon, on peut y jouer en 2 et 6, à 2 je pense que ça n'a aucun intérêt, 3-4 ça me paraît intéressant, 5-6 ça devient vraiment chaotique, mais à vous de faire votre marché là-dedans en fonction de vos goûts. Bon Avio il vient pour l'instant démarrer la pile. Je vous propose de le comparer à un autre jeu de pli, Happy Days, qui est sorti chez Origames. Donc je disais avec Avio que les jeux de pli on s'en fiche de la thématique, dans celui-là il y a une thématique zombie qu'on ressent énormément, qui donne pas mal de saveur à la mécanique. En tout cas, on ressent vraiment le thème en jouant. Dans Happy Days, on démarre avec 66 survivants dans sa communauté, et le but, c'est d'en garder un maximum vivant, de pas se faire bouffer par les zombies. On peut jouer en une seule manche, ou, et c'est un peu plus intense comme ça, en 4 manches successives, ou alors jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus du tout de survivants. Là encore, il va falloir suivre la couleur, mais la particularité ici, c'est que la personne qui ouvre choisit si la personne qui gagne le pli sera celle qui a la plus petite carte dans la couleur demandée ou la plus grosse carte. Et évidemment, il y a des plis qu'on a envie de remporter, et il y a d'autres plis qu'on ne veut surtout pas gagner, notamment ceux où il y a des zombies. Les zombies, c'est une couleur comme les autres, on peut ouvrir en zombie, et là, évidemment, personne n'a envie de gagner le pli,
ou on peut aussi, quand on a plus de cartes dans la couleur demandée, pisser le zombie, si vous me passez l'expression. Oui, pour ceux qui sont pas familiers du terme, pisser, ça veut dire jouer une carte d'une couleur qui n'est pas la couleur demandée, en étant sûr de perdre le pli, on pisse, on la jette, quoi. Quand il y a plusieurs zombies dans le pli, on va se servir, en commençant par le plus violent zombie, en commençant par la personne qui a gagné le pli, et puis en continuant dans le tour de table. Donc c'est vraiment un jeu où on va se pourrir énormément, on va espérer que ça tombe sur les autres et pas sur nous. Quand on pense être safe dans l'ordre du tour, etc., on peut vraiment charger les autres, mais des fois ça peut se retourner contre nous. Et puis évidemment, il y a des représailles, hein, on commence à taper un peu plus sur la personne dont on pense qu'elle est en tête. Donc c'est assez chaotique, clairement on peut souffrir, on peut ramasser des plis qui nous font perdre 10 personnes d'un coup, mais l'avantage c'est que derrière c'est nous qui relançons, et donc comme on peut choisir si ça sera la carte de la valeur la plus haute ou la plus basse qui l'emporte, on a normalement assez de contrôle pour ne pas remporter le pli d'après et que ça s'équilibre comme ça sur le long terme. Un truc assez cool en termes de rejouabilité, c'est qu'il y a plusieurs pouvoirs dans la boîte, donc un petit peu comme dans un smash-up, vous allez choisir certaines factions au début de la partie, vous n'allez pas jouer avec toutes celles qui sont proposées, et ça va vous donner des pouvoirs, et chaque faction a elle-même plusieurs variantes, plusieurs pouvoirs possibles. J'ai bien aimé les motards par exemple, où vous voulez en avoir beaucoup, hein, parce que c'est des survivants, ils vous font gagner des points, mais vous ne voulez pas être la personne qui en a le plus. Si vous êtes la personne qui a le plus de motards, ils se transforment en points négatifs. Donc il faut essayer de garder en tête qui a combien, et là, encore une fois, on peut bien pourrir les autres pour leur donner plein de motards, et puis essayer de scorer juste à la seconde place derrière eux. La partie en 4 manches, elle a vraiment une évolution, parce que à chaque fois, la personne qui a le moins de survivants restants va pouvoir changer une des factions pour l'échanger contre une autre, et puis quand on gagne des vannes, qui sont les cartes qui permettent un petit peu de se barrer du pli, eh ben on les récupère pour la manche d'après. Donc c'est des bonnes idées qui construisent une tension dramatique sur le long terme et qui racontent un peu une histoire. Néanmoins, ça reste un jeu très chaotique, un jeu où on s'en prend plein la tronche et où vraiment des fois on a l'impression juste de subir ce qui se passe. Ça fonctionne bien avec le thème, hein, mais voilà. Les pouvoirs, certains sont intéressants comme les motards que j'ai cités, d'autres cassent un peu le rythme. Je pense notamment à la cheerleader, je pense que c'est ça qui force à passer une carte de sa main ou à piocher une carte dans la main d'un voisin, etc. Bon bah, dans un jeu de pli, on a envie, je trouve, d'enchaîner les plis, d'être dans cette nervosité, de taper la carte le plus vite possible et de voir ce qui se passe. Et ici, il y a certains pouvoirs voilà, qui, pour moi, mériteraient d'être enlevés, qui alourdissent plus le jeu qu'autre chose. Il y a aussi une seconde boîte avec d'autres pouvoirs, et d'ailleurs, si vous êtes vraiment fan du jeu, il y a des goodies dans cette boîte-ci pour l'autre boîte. Donc voilà, moi, c'est pas un coup de cœur dans les jeux de pli pour moi, faut dire que je suis assez difficile dans ce genre-là. Je le trouve un peu trop chaotique à mon goût. Si vous aimez bien l'univers zombie, peut-être que ça peut vous plaire, mais vous l'avez compris, il va en dessous d'Avio. Je trouve Avio plus épuré, plus immédiat. Moi, c'est ce que je recherche dans un jeu de pli, c'est qu'on puisse vraiment expliquer les règles en 1 minute et puis prendre plaisir à balancer des cartes, quoi. Ensuite, Time Meet, toujours de Zacatrus, un jeu thématisé autour du voyage dans le temps. Time Meet, en fait, c'est Time, hein, c'est comme kayak, c'est l'idée que le titre puisse se lire dans les deux sens. Comment on appelle ça? Un palindrome, je crois. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, avec une mécanique de tir à la corde, et qui utilise des cartes. Bon, sur le papier, ça rappelle un petit peu Zénith, hein, c'est pas évident de passer derrière ce mastodonte. Donc on est chacun un voyageur dans le temps, et le but c'est que le vaisseau atteigne notre époque, soit le passé, soit le futur. Pour ça, on va utiliser des cartes avec une petite mécanique de deck building, donc c'est déjà une des premières différences avec un Zénith. On a un deck initial, et il y a une mécanique un peu de pousse ta chance, qui est celle de Mystic Vale, ou peut-être que vous connaissez mieux Living Forest, donc cette idée de simultanément les 2 joueurs retournent des cartes de leur paquet à tour de rôle, et ils s'arrêtent quand ils veulent. Et où est la prise de risque dans tout ça? C'est qu'on a des symboles sur les cartes, hein, qui peuvent être rose, jaune ou bleu, et dès qu'on a 3 fois le même symbole, on a une pénalité, on peut plus piocher de cartes, et le vaisseau avance vers notre adversaire. Donc voilà, faut faire attention à pas être trop gourmand. À la suite de ça, on va avoir un marché de cartes, des cartes qu'on peut essayer de récupérer. Il y a un événement et puis 3 cartes qui peuvent rentrer dans notre deck. Et ça va être des enchères cachées. Ça m'a fait penser à Battle of Versailles, hein, qui utilise aussi cette mécanique. Donc je joue autant de cartes que je veux face cachée de ma main. J'ai autant des cartes de valeur 1 que des 25 pour enchérir. Donc l'autre joueur sait combien de cartes je mets, mais il sait pas quelle valeur je pose pour essayer d'acquérir une carte. Quand j'ai fini, l'autre fait de même. Donc s'il y a des cartes sur lesquelles je joue pas du tout, l'autre sait qu'il peut jouer à 1
et la voir. Quand on a chacun joué, on va révéler, et la personne qui a mis le plus de valeur va évidemment remporter chaque carte, et ces cartes sont dépensées. L'autre les reprend en main en compensation, il reprend la valeur qu'il avait payée. Au bout d'un moment, on aura épuisé trop de ces cartes de monnaie, il va falloir les récupérer, là aussi en échange d'un malus qui fait avancer le vaisseau vers notre adversaire, et on crée aussi un paradoxe temporel. Bon, c'est des pénalités, hein. Quand on en a 6, on a perdu immédiatement la partie, donc là aussi, il va falloir trouver des moyens de les nettoyer, de les enlever, d'en donner à notre adversaire. Ça fait penser un peu à Not Alone, ce truc de, au bout d'un moment, on s'est épuisé, il faut qu'on reprenne nos cartes en échange d'une pénalité. Ça fait penser au match du siècle aussi, où on a de la fatigue mentale quand on mélange son deck. Bon, voilà. Vous le comprenez en m'entendant, Time Meet, c'est vraiment un patchwork de plein de mécaniques récupérées d'autres jeux. Il n'y a pas un truc où je me dis pas immédiatement « Ah oui, bah ça vient de ce jeu-là ». Le deck building avec un accent sur l'épuration, hein, il y a plein d'effets qui nous encouragent à retirer des cartes de notre deck. Le stop ou encore façon Mystic Veil, les enchères cachées, le tir à la corde, les cartes ont à la fois des effets immédiats, elles ont aussi des effets de fin de partie pour calculer où va aller le vaisseau à la fin. Il y a plusieurs façons de l'emporter, donc ça fait un petit peu penser à Seven Wonders Duel, hein, aussi avec cette piste de tir à la corde frontale et ses deux côtés. Et en même temps, le jeu fonctionne bien. Il y a des belles sensations, etc. Il y a le fait qu'il y ait plusieurs façons de gagner ou de perdre, bah, ça fonctionne toujours bien, je trouve que ça crée de l'incertitude, des potentiels retournements de situation, etc. Mais j'ai trouvé l'iconographie vraiment pas très claire. J'ai dû plusieurs fois aller regarder dans le livret de règles pour savoir ce que faisait telle carte, etc. Notamment les paradoxes, il y a une icône qui permet d'en enlever, une autre qui permet d'en donner à l'autre, et même en regardant 4-5 fois, j'avais toujours pas retenu laquelle représentait quoi. C'est aussi pas très élégant, hein, toutes ces mécaniques mixées ensemble. Mais voilà, faut admettre que ça fonctionne, que c'est pas inintéressant, surtout dans ce format en 30 minutes. Par contre, le thème est complètement interchangeable, hein, le côté voyage dans le temps, on le ressent pas du tout. Il y a d'ailleurs des objets un petit peu délirants, comme dans un The Loop, mais en beaucoup moins bien réussi. Mais bon, pourquoi pas. Au moins, la fusion des mécaniques fonctionne, mais ça reste pour moi bien moins efficace que Avio. J'ai tout de même préféré, c'est un petit peu plus mon style qu'Happy Days. Allez, on gardera le grosse évolution pour la fin. On va d'abord parler de Zogitives. Toujours chez Zacatrus, c'est un jeu de déduction. Moi j'aime bien ça, la déduction. J'avais déjà parlé de Lady Alice notamment, qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai 13 indices dans ma collection, on pourrait citer Sherlock 13 également, ou Almost Innocent en déduction coopérative. C'est un genre que j'affectionne vraiment. J'étais assez excité par Zogitives, je trouve la couve assez classe, le matos est plutôt cool, hein. On a chacun des paravents, une feuille de notes assez détaillée, une petite fiche avec des magnets pour aller essayer de dire aux autres qui on pense qu'ils sont, parce que Zogitives c'est ça, c'est une espèce d'énième variante autour du Cluedo. On s'est chacun vu affubler un suspect, un objet et un lieu, et puis il va falloir trouver qui a quoi. Et vous avez bien compris, hein, c'est pas comme dans 13 indices où on doit juste trouver sa propre combinaison. Là, on doit trouver la combinaison de tous les joueurs et joueuses autour de la table. Autant dire que si vous êtes 6, ça vous fait 5 suspects, 5 objets, 5 lieux à identifier. Bon chance. Pour faire ça, on va utiliser des gros dés. Ils vont pas être lancés du tout, ils vont être placés sur un plateau. On va avoir une mise en place de départ, et chacun, à partir de cette mise en place, va déplacer un petit curseur sur 0, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il indique ce curseur? Il indique le nombre d'informations à moi qui sont présentes au moins une fois sur le plateau. Sur chaque dé, il y a un suspect et un objet, et ces dés sont eux-mêmes placés sur des villes. Et s'il y a un dé sur la ville en question que je possède, elle est considérée comme active, elle fait partie du package. Donc par exemple, si j'ai l'hippopotame, le volant et San Francisco, qu'il y a bien un dé sur San Francisco, qu'il y a bien un dé avec l'hippopotame, mais que le volant n'apparaît nulle part, bah, je mets mon curseur sur 2. Et si plus tard dans la partie, bah, cette configuration change, par exemple, on enlève le dé de San Francisco, bah, je vais diminuer mon curseur, il va passer à 1. C'est en observant tout ça qu'on va devoir faire des déductions, qu'on va devoir parvenir à comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça indique quand mon adversaire diminue ou augmente son curseur. Ok, ça veut dire qu'il a cet objet-là, par exemple. À son tour, on va pouvoir donc manipuler ces informations pour forcer tout le monde à réagencer ou non son curseur. On va pouvoir ajouter un dé qui était mis sur le côté et le mettre sur le plateau. On va pouvoir à l'inverse enlever un dé du plateau
et le mettre sur le côté, ou enfin on va pouvoir changer la face d'un dé, mais sans le changer d'emplacement à ce moment-là. À chaque fois qu'on fait ça, tout le monde va réajuster son curseur. Moi je vais prendre des petites notes et je vais essayer de comprendre qui a quoi. Lorsque tout le monde a joué un même nombre de tours, hein, pour que chacun ait eu le même nombre de chances de chercher des infos, et ben on va pouvoir faire une hypothèse et dire à quelqu'un, avec sa petite plaquette, en plaçant ses petits aimants, tiens, je te la donne secrètement, je pense que tu es ça. Si j'ai raison, je peux enchaîner, et je peux tenter une accusation sur quelqu'un d'autre. Si j'ai tort, la phase d'enquête s'arrête là pour moi. Dans tous les cas, pour avoir le droit de tenter une accusation, je dois poser sur la table une de mes cartes. Et donc, je vais la révéler à la fin des accusations, et ça va donner une information sur moi aux autres joueurs. Comme j'ai 3 cartes, j'aurai que 3 chances de tenter de trouver qui est qui. Ça donne un rythme un petit peu bizarre, parce que du coup, comme on n'a que 3 chances, on a envie d'attendre un maximum avant de tenter les accusations. Évidemment, c'est une course, mais en même temps, on ne va pouvoir vraiment tenter des accusations qu'à la fin d'un tour de table complet, quand chacun a eu le temps de jouer une fois. Du coup, quand moi je pense avoir une info sur quelqu'un, être sûr que lui, c'est ces 3 éléments-là, ben je dois quand même attendre, même si je suis certain d'avoir trouvé, que les autres aient joué avant de pouvoir tenter. Je comprends le système, hein, ça permet une forme d'équitabilité, mais ça fait une grosse charge mentale de retenir toutes ces informations, d'autant plus que j'ai trouvé la feuille pas évidente pour prendre des notes, c'était pas très intuitif pour moi. Le truc c'est qu'on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à ça, parce que certains vont trouver très vite, certains vont aussi avoir un peu de chance, parce que si un adversaire a un 0 sur ces 3 infos, ben ça veut dire que tu peux éliminer tous les éléments qui sont dans la ville. S'il y a 3, ça te donne aussi pas mal d'infos, etc. Mais tu peux être dans un entre-deux, et tu peux avoir soit un déclic avec des déductions en cascade, tu dis, ok, si toi t'as ça, et toi t'as ça, etc. Mais tu peux aussi piétiner. Et clairement, c'est un jeu qui m'a avant tout frustré, et j'aurais tendance à recommander d'autres jeux de déduction, hein, Lady Alice, Sherlock 13, À la recherche de la planète X, etc. Tous ces jeux que je citais avant. Almost Innocent aussi, qui a été pas mal soldé. Je les recommande tous plus que celui-là, qui certes a une mécanique qui est élégante, qui est plutôt épurée, mais qui, moi, me donne trop de surcharge mentale pour que je puisse m'amuser, quoi. Ce qu'il me demande de faire est trop intense. Je sais pas par quel bout prendre les choses, j'arrive pas à avancer successivement, du coup j'ai juste l'impression de piétiner, et ça a été un peu une souffrance. Donc pour moi ça va aller en dessous de la pile, hein. Au moins à Happy Days, je comprenais ce que je faisais. Ici vraiment j'étais juste dans le flou complet. Heureusement des joueurs étaient beaucoup plus forts que nous et a gagné très vite. Allez, c'est l'heure du gros morceau. 80 €, 44 pages de règles, 18 ressources, 22 actions. Mesdames et messieurs, Civolution. Bon, Stefan Feld, c'est un auteur que j'adore, hein, ça a été une de mes premières rétrospectives, c'est peut-être mon auteur préféré. Feld, on lui a beaucoup reproché sa salade de points, ses nombreux mini-jeux, le fait que les actions partaient un petit peu dans tous les sens, et puis surtout ces thèmes interchangeables, ce qui devient assez ridicule, hein, avec la City Collection, où on change un petit peu tout à l'envi, hein. On voit qu'il n'y a aucune cohérence là-dedans. D'ailleurs, les animaux à capturer dans la Isla sont devenus des gangsters dans Vienna, parce que pourquoi pas. Et là, dans Civolution, on atteint le pinacle du cynisme, c'est-à-dire qu'on joue des intelligences artificielles qui passent un examen pour vérifier si elles sont bien capables de gouverner une civilisation. Et pour ça, elles font une simulation de contrôle de civilisation. Bref, tout le monde s'en fout, c'est un prétexte évident à faire un jeu somme, un jeu qui représente un petit peu toute l'essence de Stefan Feld dans le fait qu'on va être sous le joug de lancer de dés, que nos actions vont dépendre de nos dés, de la manière dont on les associe, un petit peu comme dans les châteaux de Bourgogne, mais en beaucoup plus étendu, et il va falloir bricoler avec tout ça. Et donc on a un jeu de gestion très complexe, hein, avec une aide de jeu qui fait 8 pages, et qui, en même temps, nous demande d'accepter qu'il y ait énormément de hasard, qui va nous demander plusieurs fois dans la partie de faire des tests pour vérifier si on a droit ou non
à une action supplémentaire. Bah oui, comme dans un jeu de rôle. Et là, normalement, j'ai perdu à peu près tout le monde. Les joueurs et joueuses qui aiment bien les lancers de dés, bah, ils ont pas envie de se fader 1 heure de règles et puis d'avoir un jeu aussi énorme où il va falloir comprendre toutes ces actions qui se déclinent chacune en plusieurs niveaux, il y a plusieurs sous-actions, etc. Il y a une installation de la mort qui prend des plombes, et les Eurogamers, bah, ils ont envie de contrôle, ils n'ont pas envie que les dés leur dictent plus ou moins les actions qu'ils vont devoir faire. Et pourtant, Civolution, j'étais vraiment hyper perplexe, je voulais pas y toucher, vraiment ça m'intéressait pas, je voyais le jeu qui allait durer 4 heures, qui allait m'écraser, qui allait me procurer aucun fun, etc. Et au bout de 3 parties, une fois que les règles étaient vraiment digérées, j'ai commencé à trouver ça hyper fun. Mais il faut accepter le lâcher-prise, il faut accepter que vous ne pourrez pas toujours faire les actions que vous voulez. Il faut voir ça comme un immense bac à sable, parce qu'il y a tellement d'actions qu'on va pas toutes les faire, on va avant tout se laisser guider par les cartes qu'on a en main, par les événements, par les sites qu'on va révéler au fur et à mesure qu'on explore le plateau. Donc vous attendez pas du tout à pouvoir dérouler une stratégie bien précise. Non, vous allez vous adapter à l'aléa avant tout. Votre plateau personnel, c'est une espèce de gigantesque tableau de bord, hein, on se croirait face à un Boeing 747. Joël, que je salue, qui adore ce jeu, comparer ça à un Flight Simulator, bah, je vois bien l'idée. Et cet immense plateau, bah, il va falloir y associer 2 dés pour faire l'action correspondante. Donc si vous prenez un 1 et un 2, vous faites recherche. Si vous prenez 2 autres valeurs, vous allez pouvoir faire la chasse, vous allez pouvoir faire la production de ressources, avec une autre combinaison, vous allez pouvoir faire la collecte. Il y a 5 couleurs de cartes dans le jeu, chacune est associée à une action pour pouvoir la poser dans votre tableau. Tableau dans lequel vous allez faire des colonnes, dans lesquelles les cartes vont être de plus en plus chères, vous allez aussi essayer de faire des lignes pour gagner des bonus qui vont vous aider à remplir à nouveau votre tableau, vous donner des revenus, vous faire scorer des points. Bref, je vais pas vous faire toutes les règles, évidemment, vous allez être noyé. Plus j'avance, plus je sens que je suis en train de perdre du monde. Et en fait, intrinsèquement, tout ça n'a rien d'original, hein. On va se déplacer, on va payer des ressources pour monter sur des pistes qui vont nous donner des bonus, on va construire des trucs sur la carte, etc. Mais ce qui est original, c'est vraiment cette logique combinatoire. À la fois, on est très contraint dans les possibilités, et en même temps, si on s'en donne les moyens, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Parce que, comme les ouvriers dans les châteaux de Bourgogne, on peut dépenser des idées pour changer la valeur de nos dés. Et c'est assez permissif. Un 1 peut devenir un 6. Les dés qui servent à tester si on va réussir des actions ou pas, on peut aussi les modifier avec des idées. Les dés qu'on lance pour gagner des ressources de nourriture, on peut aussi les modifier avec des idées. Il y a des actions de planification qui nous permettent de transformer des petits hexagones en dés supplémentaires et de choisir des valeurs qu'on aura à coup sûr. Donc, mine de rien, le jeu nous donne des armes, et puis en même temps, en fait, s'il n'y avait pas ce système de contraintes qui est vraiment propre à Feld, qui vient des châteaux de Bourgogne, mais qu'on a aussi d'une certaine façon dans l'oracle de Delphes, etc., et qui fait qu'on est toujours obligé de s'adapter et se détourner de notre plan, si on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait, ben moi je pense vraiment que le jeu serait d'un ennui mortel. On serait face à un énième Eurogame sans saveur. Par ailleurs, il est vrai, très salade de points, hein, on gagne des points dans tous les sens, où l'interaction en plus est assez faible, ce qui fait qu'on préférera y jouer à 2, surtout quand on découvre, peut-être pour qu'il y ait un peu plus de concurrence sur certaines pistes, certains événements, que la carte soit un peu plus explorée, etc. Dans l'absolu, c'est probablement mieux à 3. Quand vous êtes un peu habitué, je sais que Joël, ils font des parties à 3 en 2 heures, bah ça devient très bien. Moi, j'ai joué à 2 avec Julien en 1h20, donc clairement, ça peut être très fluide, ça peut être très rapide, mais voilà, c'est vraiment ce puzzle des dés qui est enthousiasmant, qui donne envie d'y revenir, d'enchaîner les parties. On est très frustré parce qu'il y a finalement que 4 manches qui, à la fois, sont assez consistantes, parce que on peut faire plusieurs fois des actions d'affilée jusqu'à réinitialiser nos dés. Ça donne un tempo assez intéressant, parce qu'on va chacun pouvoir faire à peu près 3 séquences d'usage de nos dés sur la manche, mais à chaque fois, il y a des petites asymétries qui vont se créer, parce que peut-être que moi, j'ai récupéré plus de dés que vous, et donc j'en ai plus à dépenser avant de réinitialiser. Peut-être que j'ai envie de réinitialiser plus tôt,
parce qu'il y a certains dés qui me conviennent, mais que j'ai besoin de nettoyer mon plateau pour pouvoir refaire certaines actions. Les ressources, j'en ai même pas parlé. Bon, elles servent à poser des cartes, on fait des combinaisons, il y en a beaucoup trop, en même temps ça fonctionne, ça demande d'explorer, bref. Donc on est clairement dans de l'interaction indirecte, hein, on peut pas dire que ce soit vraiment un 4X, parce que le seul côté vraiment on va se gêner, se combattre entre guillemets sur la carte, c'est pour piquer les cases qui donnent des points de victoire, mais si je vous attaque, bah je dois coucher mon bonhomme, et il faudra consacrer une action pour le relever, pour qu'il puisse à nouveau se déplacer, il me rapporte aussi moins de points, etc. Donc c'est clairement pas très intéressant d'attaquer les autres, hein. Moi dans les parties que j'ai fait, on le fait assez peu, mais c'est pas grave, du coup on se concentre sur d'autres actions, parce que le jeu a une panoplie assez enthousiasmante, et clairement, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Les personnes qui aiment bien avoir une stratégie fixe et s'y tenir, les personnes qui refusent d'être frustrées par le hasard, de subir des lancers de dés qui correspondent pas du tout à ce qu'elles ont envie de faire, bah ça va leur déplaire. Mais les puristes de Stefan Feld comme moi, voilà presque un exercice de style de l'auteur qui décline vraiment l'essence de ces systèmes d'une façon paroxystique, vraiment, il a tout fait péter, quoi, tous les potards sont à fond, et c'est assez jouissif, et même si ça peut paraître insortable, imbouffable, indigeste, surtout quand tu dois te confronter aux 44 pages de règles, et puis après les expliquer, ben, force est de constater qu'une fois qu'on a passé ce cap, moi je m'éclate. Moi je m'éclate, et je vous le dis très sincèrement, et je suis le premier surpris, je m'éclate à Civolution, mais vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. Et soyez bien sûr de là où vous vous mettez les pieds si vous voulez l'acquérir, parce que c'est un gros investissement en termes financiers, mais aussi en termes de temps, en termes de cognition, etc. Et il faut savoir que vous allez devoir flirter avec le hasard, vous en accommoder. Et clairement, ça va en laisser plein sur le carreau. Mais moi, ça me parle. Moi, c'est ma came en tant que fan de Stefan Feld. Et je me rends compte que ça peut être assez fluide et que c'est pas du tout aussi long que ça. C'est pas du tout un jeu de 4 heures, ou en tout cas, pas quand on joue avec les bonnes personnes et dans la bonne configuration. Et oui, si ça devient un jeu de 4 heures, je pense qu'il faut arrêter, parce que 4 heures à subir le hasard, ça peut être très long. Si ça devient 1h30, 2 heures, et qu'en plus on s'amuse parce qu'on fait plein de choses, il y a cet aspect bac à sable, ça devient pour moi beaucoup plus acceptable, et même carrément enthousiasmant. Vous l'avez compris, Civolution, il va en haut de la pile, mais encore une fois, renseignez-vous si vous voulez l'acheter, hein, parce que je pense vraiment que ça pourra faire des déçus. On a donc Zogitives, Happy Days, Time Meet, Avio, et le gros Civolution qui vous toise de haut en vous disant « Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, j'ai 18 ressources, oui, j'ai 22 actions !» Hop là, le daron au sommet de sa pile, Stefan Feld, le boss du game, qu'est-ce qu'il y a? Merci d'avoir regardé cette pile, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien par chez vous, coffee.com/fruit-du-jeu si vous voulez me soutenir. Il y a la tombola qui arrive bientôt à son terme, hein, tirage au sort le 15 juin, n'hésitez pas si vous voulez me filer un petit coup de pouce. C'était Boris pour Rue du Jeu, jouez bien par chez vous, ciao!